Salam alaikum wa rahmatullah. Donc sur cette vidéo, je vais essayer de reprendre le CC1 de l'année dernière. Donc c'était le 8 juillet 2019, SE1, c'était une durée de 30 minutes. Et l'énoncé du CC1, on donne le tableau avec P1, P2, P3 et P4. L'arrivée de P1 c'est 8 heures. L'arrivée de P2 c'est 8h02, l'arrivée de P3 c'est 8h05 et l'arrivée de P4 c'est 8h15. Les temps d'arrivée c'est 4, 6, 2 et 3 avec cette fois-ci des entrées-sorties. Ça veut dire que P1 va émettre une entrée-sortie de 3. Ça veut dire après 2 unités d'exécution, il va donc lancer une entrée-sortie de durée 3. Et après 3 unités d'exécution, il va donc lancer une entrée de durée 3 aussi. P2 va lancer une entrée après 2 unités d'exécution de durée 3 et après 4 unités d'exécution, il va lancer encore une deuxième entrée-sortie de durée 2. P3, P4, ils vont lancer uniquement une seule entrée-sortie. Le premier, il va la lancer après 2 unités d'exécution de durée 2 et le deuxième va la lancer après une unité d'exécution avec une durée de 2. Le système fonctionne en round robin avec un quantum égal à 1. Et l'unité d'entrée-sortie fonctionne en SJF non préemptif. Donc ici on demande de donner le temps d'attente et le temps de séjour de séjour moyen. Et ensuite on va demander de donner la séquence d'événements pour 55% d'entrée-sortie. Alors, selon le tableau de réponse, on va essayer ici, le tableau de réponse, on va essayer de donner le diagramme des séquences. Vous pouvez ici donner le diagramme de Gantt. Moi, je préfère donner le diagramme des séquences. Et voilà, on va essayer de corriger cet exercice-là. Alors là, pour la correction, je passe sur le PowerPoint. Allez, voilà. 1 minute. Voilà. Allez, là, je vais avoir mon tableau ici, tel quel. Ici, le CPU, round robin, quantum égal 1, entrée-sortie, SJF non préemptive. Et je vais commencer par dessiner mes 2 files d'attente. La file d'attente pour le CPU. Là, les processus qui arrivent vont se mettre, qui demandent l'exécution, ils vont se mettre dans la file du CPU. Et ceux qui demandent l'entrée-sortie, ils vont aller vers la file des entrées-sorties. J'ai aussi ici mon diagramme, qui démarre de 0 jusqu'à 20. Bon, ici, les valeurs ne devaient pas apparaître, c'est juste ce que j'ai fait d'abord la solution. Et normalement, c'est au fur et à mesure que j'avance dans mon diagramme que je vais calculer ces valeurs-là. Alors, on démarre. À 8 heures. Là, à 8 heures, il y a P1 qui arrive. Et P1 va se mettre dans la file d'attente du CPU. D'accord? On va l'exclure du tableau, on va le barrer parce qu'on est en train de le traiter. Alors, comme le CPU est libre, P1 va passer à l'exécution. Comme le quantum est égal à 1, il va prendre un quantum. Il est tout seul, à 8h01, il n'y a aucun processus qui arrive, il est tout seul. Et il va prendre un deuxième quantum jusqu'à 8h02. À 8h02 exactement, il y a l'arrivée de P2. Alors, l'arrivée de P2, P2 va entrer dans la file d'attente. Et on remarque ici qu'à 8h02, après 2 unités d'exécution, P1 va lancer une entrée-sortie de durée 3. Il a consommé ces 2 unités d'exécution. Et maintenant, il va passer pour faire son entrée-sortie. P1 va se mettre dans la file des entrées-sorties. Et maintenant, P2, il va prendre 2 quantums. De 8h02 à 8h03, il n'y a aucune arrivée. Et de 8h03 à 8h04. P2 est en exécution et la file d'attente du CPU est vide. Et maintenant, P1, il va aussi, au même moment, c'est-à-dire à 8h02, démarrer son entrée-sortie de durée 3 et il va terminer à 5.
Donc voilà. Et maintenant, donc, à 8h02, après 2 unités d'exécution, il y a donc l'arrivée de l'entrée-sortie de P2. Donc normalement, à 8h04, il y a l'entrée-sortie de P2. Mais comme P1 est déjà en entrée-sortie, que le SJF est non préemptive, donc l'entrée-sortie de P2 ne peut pas bloquer l'entrée, elle ne peut pas donc prendre le périphérique d'entrée-sortie, c'est-à-dire ne peut pas prendre la main à P1. Et maintenant, donc, P1 est en exécution et P2 se trouve en attente d'entrée-sortie. À 8h04, il est en attente d'entrée-sortie, alors que P1 est en train d'exécuter son entrée-sortie. Maintenant, à 8h05, que se passe-t-il? Il y a P3 qui arrive, donc qui se met en file, et il y a donc P1 qui termine son entrée-sortie, et P2 qui est en attente d'entrée-sortie à 8h05. Donc là, P1, il va se mettre après, parce qu'à 8h05, P3 arrive le premier, et P1 se met derrière P3 dans la file d'attente du CPU. Tout ceci à 8h05. Donc à 8h05, j'ai P3 qui est en tête de liste, round robin, P1 qui vient après, et P2 qui va lancer son entrée-sortie. Alors, P3, il passe en exécution, donc il va prendre un quantum égal à 1, et ensuite P2 va exécuter son entrée-sortie de durée 3, donc de 5 à 8, et donc tout de suite après, c'est P1 qui prend le CPU, va s'exécuter de 6 à 7, et P3 revient en file d'attente. Donc, et je suis maintenant à 8h08, et donc P1, après avoir exécuté, donc il passe dans la file d'attente des entrées-sorties, parce qu'après 3 unités d'exécution, là, voilà, 3 unités d'exécution, il doit lancer son entrée-sortie de 3. Donc à 8h07, après avoir consommé son unité, il va demander le périphérique d'entrée-sortie. Comme le système est non préemptif et que l'entrée-sortie est occupée par P2, il va se mettre donc tout simplement dans la file d'attente des entrées-sorties en attente de son exécution de durée 3. Voilà. Et maintenant, donc, je remarque qu'il y a P3 qui demande lui aussi une entrée-sortie, et je remarque que la durée de l'entrée-sortie de P1 est de 3, et la durée de l'entrée-sortie de P3 est de 2. Donc, comme le système est donc SJF le plus court d'abord, donc P3, donc système entrée-sortie non préemptif SJF, donc P3 il est le plus court par rapport à P1, et donc P3 passe dans la file d'attente avant P1. Voilà. Et donc maintenant, c'est P3 qui va se lancer de 8h, comme il prend 2 unités jusqu'à 8h10, et donc il y a aussi P2 qui s'exécute pour 2 unités, et maintenant P2, il a consommé 2 plus 2, 4, et il va donc entamer sa deuxième entrée-sortie de durée 2. Maintenant, je compare l'entrée-sortie de P2 avec celle de P1, et P2 va passer avant P1 parce que P1 demande 3 unités pour l'entrée-sortie, et P2 demande uniquement 2 unités d'entrée-sortie. Voilà. Maintenant, je suis à 8h10. Et donc, après que P3 termine son entrée-sortie, P2 engage son entrée-sortie de 2. Et donc, ensuite, il passe en exécution, donc, il passe en exécution de 12 à 14. Et P1 lance son entrée-sortie. On remarque ici que P3 a terminé parce que P3 demande 2 unités d'exécution et une entrée-sortie donc de 2-2. Donc il a consommé ces 2 unités, il a consommé la première unité ici, il a consommé la deuxième unité ici, et il a consommé son entrée-sortie. Donc P3 quitte le système et il ne reste que P2 et P1. Donc P2, il a lancé son entrée-sortie. Si je reviens un peu ici, voilà, donc P2 demande ici, là, P2, il va lancer son entrée-sortie, et voilà l'entrée-sortie de P2. Après avoir donc consommé son entrée-sortie, il va aller, ça c'est sa deuxième entrée-sortie, et il va aller donc dans la file d'attente du CPU. P2, il a consommé 2 plus 2, 4, et il demande 6, donc il lui reste 2 unités à consommer, et voilà les 2 unités qu'il consomme, et il termine. Donc P2 termine. Après que P2 termine, que se passe-t-il? Le périphérique d'entrée-sortie est libre, et maintenant P1 peut engager sa deuxième entrée-sortie de durée 3, ça veut dire de 12 jusqu'à 15. Mais une fois donc qu'on a ça, il y a maintenant, on passe à 8h15, et c'est l'arrivée de P4. Alors P4, il va se mettre en file d'attente donc du CPU,
et donc et P1 qui termine son entrée-sortie, il revient lui aussi derrière P4 pour exécuter donc l'unité qui lui reste, l'unité d'exécution qui lui reste. Voilà. Alors maintenant, donc P3, il va prendre une unité, et après une unité, donc il va émettre une entrée-sortie de 2, et voilà. Et je donne la main à P1. P1 donc consomme une unité, P1 termine, et il ne reste que P4. P4, donc il a pris une unité, il passe dans la file d'attente des entrées-sorties, il lance son entrée-sortie de 2, donc de 16 à 18, et il lui reste maintenant donc 2 unités d'exécution. Il demande 3, il a consommé une, et il va donc consommer la deuxième unité. Et voilà maintenant donc le diagramme arrive donc à sa fin, c'est-à-dire à 20. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé le diagramme, donc on va essayer donc de calculer donc le temps d'attente et le turnaround. Donc le temps d'attente et le turnaround, il est donné donc par ce tableau-là. Je remarque que pour P1, je vais compter le nombre de creux dans la ligne et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le temps d'attente, c'est 7. Je peux faire autrement, je peux aller à 17, c'est-à-dire la dernière donc, occurrence de P1 et je retire 0. Donc 17 moins le temps d'exécution, moins le temps donc, des entrées-sorties. Donc 17 moins 4, ça fait 13, moins 3, ça fait 10, moins 3, ça fait 7. Et donc j'ai le temps d'attente de 7. Pour P1, je vais compter le nombre de creux, donc j'ai 1. Pour P2, pour P3, j'ai 1. Alors pour P2, j'ai 1. Pour P3, j'ai 1. Pour P4, je n'ai aucun, parce que P4 est arrivé à 15 et il a quitté à 20. Maintenant, pour le turnaround, donc pour P1, ça sera donc 17, il est arrivé à 0, il a quitté à 17, donc c'est 17. Pour P2, il est arrivé à 2, il a quitté à 14, donc 14 moins 2, ça fait donc 12. Et pour P3, il a quitté à 10 et il est arrivé donc à 5, donc 10 moins 5, ça fait donc 5. Et la même chose pour donc P4, il est arrivé à 15, il a quitté à 20, donc 20 moins 15, et donc ça fait 5 en moyenne. Donc j'ai 2, 25 ici et 9, 75 ici. Et donc je vous remercie et j'attends vos questions. Alors pour la deuxième question, ça veut dire une séquence d'événements avec 55% d'entrée-sortie. Alors cette fois-ci, donc je vais prendre donc mon diagramme avec les 4 processus et je vais prendre maintenant mon tableau et je remarque ici qu'il n'y a pas donc d'entrée-sortie définie avec un temps et un intervalle, mais pourtant, mais plutôt c'est défini avec un pourcentage. Ça veut dire que P1 prend 55%, P2 prend 55%, c'est-à-dire en moyenne, mes processus font 55% d'entrée-sortie. Maintenant, comment je vais définir ce diagramme? Ici, on suppose que l'algorithme, c'est le round robin, ça veut dire c'est équitable entre les différents processus. Les 4 processus sont traités équitablement et que chacun d'eux fait aussi équitablement 55% d'entrée-sortie. Donc je commence, si vous voulez, à 8 heures. Bon, avant de commencer, je suis obligé donc de définir mon tableau d'utilisation du CPU. Et le tableau, il est donné ici. Donc j'ai le cas de un processus. Si je suis en présence de un processus et que P1 et que le processus prend 55%, ça veut dire 0,55. À ce moment-là, le temps d'exécution, c'est-à-dire pour une minute d'exécution, je vais avoir 0,55 donc pour l'entrée-sortie et 0,45 pour l'exécution. Donc si je prends cette fraction et pour chaque processus, je vais avoir donc 0,45. Le cas de 2 processus. Alors ça va faire donc les deux, ça va faire P à la puissance 2, donc 0,55 multiplié par 0,55 et ça fait 0,30. Maintenant, si l'entrée-sortie prend 0,30, ça veut dire que 1 moins P2, P au carré, ça prend 0,70. Et 0,70, c'est pour le cas de 2 processus, si je divise par 2. Donc chaque processus va prendre 0,35. Pour le cas de 3 processus,
je vais avoir donc Pn, ça va faire 0.166, 0,166. Et donc l'ensemble des processus vont prendre 0,833 et chaque processus va prendre 0,277. Pour 4 processus, l'entrée-sortie donc va faire 0,09 et 1 moins P à la puissance 4, ça va faire 0,81, c'est-à-dire 1 moins 0,09. Et chaque processus va prendre ici, c'est 227, 0,227. Voilà, donc ici c'est ma répartition. Donc remarquez que la courbe P1 tombe vers 0. Donc de 0,55, 0,30, 0, elle descend vers 0. Et 1 moins P1 tombe vers 1. Donc 1 tombe vers 0 et 1 moins P1, elle tombe vers une asymptote définie à 1. Et voilà, maintenant je vais commencer. Et donc je commence évidemment à 8 heures. À 8 heures, j'ai un seul processus, c'est le processus P1 qui arrive. Le processus P1 demande 4 unités d'entrée-sortie. Et le processus suivant, il arrive à 8h02. Donc sur l'intervalle 8h02, donc j'ai delta t égale à 2. Je prends donc une équation, ça veut dire y égale x multiplié par delta t. Delta t, c'est 8h2 moins 8h, elle va donner 2. Et le x, il va donner le 0,45, c'est-à-dire défini ici dans la colonne donc un processus du tableau d'utilisation. Alors je vais faire donc 2.0 multiplié par 0,45 et ça fait 0,9. Ça veut dire que dans l'intervalle de 2, je vais avoir 0,9. Évidemment, dans l'intervalle de 1, je vais avoir 0,45 pour un seul processus. Donc, pour un intervalle de 2, je vais avoir 0,45 multiplié par 2. Et cette fois-ci, donc, je vais avoir ici le processus P1 dans l'intervalle 0,2, il va prendre 0,9. Maintenant, je passe à la suite. Et maintenant, je vais avoir deux processus parce qu'à 8h02, je vais avoir le deuxième processus qui arrive et le degré de multiprogrammation change. Ça veut dire au départ, j'avais un seul processus en mémoire et cette fois-ci, je vais avoir deux processus en mémoire. Alors, donc chaque processus va prendre 0,35 et je fais la même chose. Donc, y égale x multiplié par delta t pour chaque processus et delta t, c'est 8h5 moins 8h02 et ça va donner 3. En calculant avec pour le x égale à 0,35, je vais avoir 1,05. Et donc, je vais avoir, chaque processus va prendre 1,05 pour P1 et pour P2. Maintenant, je suis à 8h05 et la prochaine arrivée, ça sera à 8h15. Et voilà, donc je passe au cas de 3 processus. Et maintenant, je fais la même chose. y égale x multiplié par delta t égale à 8h15 moins 8h5, ça va donner 10. Et x égale 0,277. Donc y égale à 10 multiplié par 277 et ça va faire 2,77. Maintenant, je calcule pour P1. P1, il a déjà pris 0,9, puis il a pris plus 1,05, c'est ce qu'il a déjà consommé, plus 2,77 et ça va faire 472. Et je remarque que 472 dépasse donc le nid de ce que demande P1. P1 qui demande juste 4. Donc P1 a besoin de 2,05. Pour atteindre ces 4 unités, il n'a pas besoin de 2,77. Pour P2, je vais avoir 1,05 plus 2,77, ça va faire 3,82. Il ne pose pas de problème parce que 3,82 est inférieur à 6. Et P2 a réellement besoin de 4,95. Pour P3, c'est 2,77 qui est supérieur à 2, c'est-à-dire le temps CPU demandé par P3. Et P3 a besoin de 2. Donc on remarque que parmi P1, P2, P3, celui qui demande le moins, ça veut dire qui demande le minimum, c'est bien P3. P3 qui demande 2. Donc on va se baser pour le calcul sur P3. Et pour x égale 0,277 et y égale 2, c'est-à-dire sélectionné pour P3, quel est le delta t? Je calcule le delta t, ça sera delta t égale y sur x, et ça sera 2.0 divisé par 0,277, et ça va faire 7,22. Maintenant, comment calculer le temps? Je vais faire le temps, ça sera égal à t plus delta t, ça veut dire le 5 où je m'étais arrêté, le 5 ici, où je m'étais arrêté ici. Voilà. Donc je m'étais arrêté à ce 5 là ici, le 5 je m'étais arrêté ici, plus le 7,22 que je viens de calculer, et c'est 12,22. Donc ça sera 12,22,
Et pour 12-22, chaque processus va prendre 2 unités. Et maintenant, je vais avoir mes 3 processus. Chacun va prendre 2 unités et je vais donc atteindre les 12-22. Maintenant, je passe à la suite et je remarque maintenant que j'ai uniquement 2 processus. Ça veut dire P1 qui a besoin de 0,05 et P2 qui a besoin de 2,95. Donc le minimum c'est 0,05 et pour delta je vais avoir donc 12,36, 0,14, 12,36. Et donc là je vais avoir 12,36 et parce que P1 termine et je suis obligé de calculer combien il a besoin pour terminer. Donc à 12,36 P1 termine, il me reste juste P2. Alors maintenant, P2 et donc je fais la même chose. Donc j'ai un seul processus, ça sera P2. Et P2, il va aller de 2,36 jusqu'à 15. Maintenant, pour calculer celui de P2, je vais prendre P2. Il aurait besoin de 6 moins 1, 0,5, moins 2, moins 0,5. Donc il aurait besoin de 2,9. Pour x égale 0,45, c'est-à-dire de la première colonne, et y égale de 9, quel sera le delta t? Delta t, ça sera 6,44. Et t plus delta t, ça va faire 10, 18, 80, et donc ça dépasse les 15, la prochaine arrivée de P4. Donc je suis obligé de calculer le delta t cette fois-ci, ça sera 15 moins 12,36, et ça va faire 12,64. Et en calculant comme pour le premier cas, tout à fait au début, lorsque j'ai calculé P1, et je vais avoir y égale 0,45 multiplié par 2,64, et je vais avoir 1,19. Et donc maintenant, je vais avoir de 12,36 à 15, c'est juste uniquement un seul processus en mémoire, et c'est P2, et P2 va prendre donc 1,19. Voilà. Et maintenant, donc, je reviens donc, au cas de 2 processus, parce que je vais avoir à 8h15, c'est l'arrivée de P4, et je remarque que P2 n'a pas encore terminé, parce qu'il avait besoin de 2, il avait besoin de plus de 1,19, et donc je lui ai accordé juste 1,19. Maintenant, P2 a besoin de 1,71, P4 a besoin de 3, parce qu'il vient d'arriver, donc il a besoin de la totalité de son temps CPU. Et donc pour x égale 0,35 et y égale 1,71, le delta sera 4,88. Et en calculant 15 plus 4,88, je vais avoir donc 19,88. Et voilà, donc P2 va prendre 1,71 pour terminer et P3 va prendre 1,71. Maintenant, P2 a terminé à 19,88 et il ne reste que P4. Maintenant, combien il en faut pour P4? Eh bien, c'est simple. Je reviens à la première colonne et P4, donc, ça sera la colonne 0,45 et je fais donc le Y égale 1,29. Je calcule 3 moins 1,71, elle va donner 1,29. Alors, 1,29 divisé par 0,45, ça va me donner un certain delta T. Lorsque je l'ajoute à 19,88, eh bien, je vais avoir 22,74. Voilà donc le diagramme des séquences avec un pourcentage d'entrée-sortie donc bien précis et bien défini. Maintenant, si on se pose la question comment calculer le pourcentage d'entrée-sortie, si je reviens à l'exemple précédent, j'avais donc pour une entrée-sortie de P1, 2, 3 et puis 3, 3, je calcule le total des entrées-sorties, ça sera 3 plus 3, ça fait 6, donc, et je calcule la durée totale, ça veut dire 6 plus 4, ça fait 10, et je déduis donc 6 pour 10, donc ça donne 60%. Et je fais la même chose pour P2, je fais la même chose pour P3, P4, et ensuite je calcule la moyenne de cet ensemble de processus. Et voilà, donc je vous remercie aussi, et donc j'attends vos questions.